San Gennaro. Ah, il tesoro. Devo parlare di San Gennaro? Beh, come dire... Gennaro, Napoli, San Gennaro. Ci sono troppe cose da dire, non so neanche da dove cominciare. Tutto il tesoro? Patrizia Nitti, bonjour. Jean-Luc Champion, bonjour. Nous sommes au musée Mayol. En fait, nous poursuivons notre balade à travers l'Italie. Le musée Mayol nous a habitués à ces belles promenades. Entre 2011 et 2012, nous sommes allés du côté de Pompéi. On va pas loin aujourd'hui, on va du côté de Naples, ou plutôt c'est Naples qui vient ici, à Paris, avec un trésor magnifique qui est le trésor de San Gennaro. C'est la première étape à l'étranger de ce trésor magnifique. Patrizia Nitti, quelle est la genèse de ce projet? Comment vous avez eu l'idée de porter ce trésor magnifique à Paris? Alors, ce trésor magnifique et mythique en Italie, il est très très célèbre à Naples. Des amis, dont Jean-Loup qui est présent, m'en ont parlé et la tentation était forte de raconter Naples depuis longtemps. On avait parlé de Pompéi, comme vous venez de le dire. Et effectivement, San Gennaro, c'était l'occasion absolument extraordinaire de raconter Naples en dehors de tous ces stéréotypes. Donc, évidemment, j'ai accueilli tout de suite ce projet et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il a été réalisable. Et Jean-Luc Champion, un trésor formidable, nous le disions, mais pourquoi est si formidable? Et d'ailleurs, c'est un projet qui raconte aussi la manière de penser de Naples. Il nous raconte Naples et les Napolitains. Oui, absolument, parce que quand on a voulu faire l'exposition, on a compris qu'il fallait raconter San Gennaro aux Français qui ne le connaissent pas, alors qu'à Naples et même dans le reste de l'Italie, tout le monde sait qui est San Gennaro. Donc pour nous, ce qui était important, c'était de montrer que si San Gennaro, si le trésor, si tout cela existe, c'est à cause du Vésuve. C'est parce que Naples est construite au pied du Vésuve, sans compter la Solfatara de l'autre côté. Naples est entourée de volcans. Et comment le trésor est né, véritablement? Le trésor est né par la protection, à cause de la protection demandée par le peuple de Naples à San Gennaro, pour les protéger du Vésuve, mais aussi de la peste. Il y a eu des épidémies de peste jusqu'à la fin du XIXe siècle, et très très meurtrières. Et quant au Vésuve, vous savez que depuis Pompéi, depuis 1979, il y a eu des éruptions tout le temps, jusqu'en 1944, puisque c'est la dernière en date. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une encore. Et ça veut dire que le trésor probablement augmentera en pièces. Je crois que c'est le moment, n'est-ce pas, Patricia, de parler de ce fameux contrat que le peuple napolitain a passé avec le saint. Je vous rappelle que San Gennaro a été martyrisé sur l'ordre de Dioclétien en 305. On lui a coupé la tête et sa nourrice a recueilli le sang de sa tête dans 2 petites fioles qu'on retrouvera après. En 1527, le peuple de Naples fait un contrat devant notaire avec le saint qui était mort depuis 1200 ans, mais un contrat très sérieux, extraordinaire déjà, oui. dont nous avons le facsimilé dans l'exposition, dans lequel le peuple de Naples s'engage en échange, si vous voulez, de sa protection contre la peste et les éruptions du Vésuve, à lui construire une chapelle et à lui constituer un trésor. Et un demi-siècle après se constitue la députation. Chose très importante, c'est donc cette institution laïque qui est chargée de gérer le trésor et qui le gère toujours. Et c'est avec la députation que Patrizia Nitti a contracté elle-même un autre contrat pour que ce trésor inestimable sorte d'Italie pour la première fois. Alors cette députation qui a un statut absolument extraordinaire, en dehors vraiment du commun, et d'ailleurs le trésor n'appartient pas ni à l'État
ni à l'Église, ça appartient au peuple de Naples. Ah oui, bien sûr, c'est la grande particularité et le statut exceptionnel de ce trésor, c'est que c'est un accord donc entre le saint et le peuple de Naples, et c'est donné en gestion à cette députation. Cette députation sont de grandes familles napolitaines ou des descendants des grandes familles de fondateurs napolitains, un représentant de la ville et un représentant du peuple. Et c'est totalement laïque, et ça marche très bien, mais c'est un statut unique au monde. Et ce statut aussi qui a préservé aussi le long des siècles ce trésor de pillage, par exemple. Oui, il a été très convoité, comme vous pouvez l'imaginer, mais la chose extraordinaire justement de la ville de Naples, c'est que la ville a été occupée très souvent. Elle a été occupée par les Français, par les Espagnols, par les Autrichiens, et jamais qui que ce soit n'a touché au trésor. Non seulement personne ne s'est permis de toucher quoi que ce soit au trésor, mais chaque occupant a augmenté de cadeaux somptueux ce trésor. Y compris, par exemple, la mémoire va directement, par exemple, à la leçon de Napoléon en France. On parle très souvent de tout le trésor italien que tu as ramené à Paris. Eh bien, ce trésor n'a pas été touché, Jean-Loup. Non, mais les Français sont venus. Non seulement, oui. Et c'est le moment de parler, je crois, de ce que tous les gens connaissent, c'est-à-dire ces fameux miracles, parce que 3 fois par an, le sang se liquéfie en public. Il y a trois cérémonies. Il y en a une qui est le 19 septembre, qui est la date anniversaire de son martyre. Une le 16 décembre, qui est la date anniversaire d'une des plus grosses éruptions du Vésuve, 1631, qui a fait 4000 victimes. Mais on a apporté les reliques devant le Vésuve et la lave s'est arrêtée. Donc, à cet anniversaire, il y a une cérémonie. Et la 3e cérémonie, une des plus spectaculaires, puisqu'on promène ces fameux bustes en argent à dos d'homme du Duomo à Santa Chiara, c'est l'anniversaire de la translation de ses restes de Pozzuoli, où il a été décapité, aux catacombes de Capodimonte. Et en 1799, les troupes françaises les envahissent, et comme tous les envahisseurs, ils vont d'abord assister à la messe, la fameuse messe du miracle. Et le miracle n'arrivait pas, le sang ne se liquéfiait pas, et les généraux français ont fait dire aux officiants qu'ils étaient armés et que ça risquait de poser des problèmes. Nous avons un grand tableau d'Hoffmann dans l'exposition qui montre cette scène. Et le miracle est arrivé. Mais ça veut dire que chaque envahisseur de Naples a très bien compris que pour se faire accepter d'une certaine manière des Napolitains, il fallait d'abord s'incliner devant San Gennaro, lui offrir de très grands cadeaux. Par exemple, Murat offre un ostensoir énorme en vermeil recouvert de rubis et de diamants, qui est dans l'exposition, comme toutes les plus belles pièces de ce trésor. Et chaque roi, reine, pape, et le peuple aussi, a beaucoup donné. C'est pour ça que ce trésor est tout à fait extraordinaire. Il est aussi composé de pièces artistiques de très grand niveau. Bon, vous avez donc ces chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, il y a des chefs-d'œuvre de sculpture. On a 17 grandes statues en argent massif de saints protecteurs de Naples. Parce que les Napolitains voulaient des protecteurs en plus de San Gennaro, on ne sait jamais. Mais la députation leur a dit, si vous voulez des saints supplémentaires qu'on donne, desquels on dira qu'ils sont compatroni, c'est-à-dire les copatrons, il faut que vous offriez d'abord un buste grandeur nature en argent massif. Ce que les Napolitains ont fait, il y en a 51 aujourd'hui, et nous en avons 15 dans cette exposition, qui sont des chefs-d'œuvre de l'art baroque. Je voudrais seulement ajouter que pour vous donner une idée de la masse que représentent ces statues, elles pèsent chacune entre 150 et 300 kilos d'argent massif. C'est très impressionnant. Nous imaginons les difficultés aussi pour le transport lors de entre l'organisation, autres, entre autres, les assurances, bien sûr. Patrizia Nitti, l'organisation de cette exposition nous amène justement à voir Naples, qui est une ville qui nous a habitués, et dont la presse probablement est plus habituée à montrer le côté négatif. Alors il n'y a pas que ça. Et cette exposition va justement dans le sens inverse. Nous montre la beauté, la richesse culturelle et la vivacité. Oui, je suis contente que vous me posiez cette question parce que ça a été vraiment
la chose qui a décidé définitivement la députation à prêter le trésor à l'étranger. Parce qu'ils étaient fatigués d'entendre cette dégradation continuelle de Naples qui était exposée partout, cette mauvaise figure de Naples. Naples qui est cette ville qui a plusieurs millénaires, c'est une ville grecque qui a traversé toutes les civilisations et elle a absorbé le pire et le meilleur. Et ils ont voulu montrer le meilleur de Naples. Et sortir San Gennaro, c'était pour eux une véritable préoccupation parce qu'ils se demandaient justement comment le peuple de Naples allait accepter ça. Et il y a une anecdote très amusante parce que quand ils ont décidé de le sortir, il y a un moment, le peuple est resté un petit peu interloqué. Et le jour de la sortie du trésor, le directeur est allé vers la porte du musée, et au fur et à mesure qu'il avançait vers la porte du musée, il a vu que la rue était noire de monde. Et il a eu très peur, il s'est dit, les gens ne veulent pas, il se passe quelque chose, ils vont bloquer tout, les camions attendaient pour charger. Et au moment où il est arrivé pratiquement à la hauteur du musée, il y avait le type du bar qui lui a fait signe que tout allait bien. Alors il s'est approché et il lui a dit « Non, non, tout le monde est très content, tout va bien, tout va bien ». À ce moment-là, les caisses sont sorties, on les a mis sur le camion, les camions ont démarré. Au moment où les camions ont démarré, toute la rue pleine de monde a applaudi. C'était le consentement du trésor de San Gennaro comme ambassadeur. Et justement, le voyage a démarré. D'ailleurs, il faut dire que ici à Paris, c'est la première étape étrangère, mais il y a eu une étape déjà en Italie, à Rome. Oui. Juste avant, c'était la première sortie véritable du trésor de Naples. Oui. C'est extraordinaire. Et en fait, par rapport à, nous parlions tout à l'heure de l'exceptionnalité du trésor, et on a cité quelques pièces. Jean-Loup, quelles sont les pièces que vous avez choisies pour Paris et quel est l'angle aussi, les critères que vous avez adoptés pour un public parisien ou français qui va à la rencontre du trésor de San Gennaro? Alors bien évidemment, l'exposition de Rome, c'est ce qui nous a permis de faire venir l'exposition en France. Mais après, c'était très différent parce que Rome est tout près de Naples. Donc, nous avons été visiter l'exposition de Rome, il y avait beaucoup de chefs-d'œuvre, mais qui n'étaient pas expliqués, puisque les Romains connaissent. Donc, nous, on a bien compris qu'il fallait contextualiser complètement l'exposition. On a mis beaucoup de peintures, en particulier des peintures qui sont auxquels les Romains n'auraient sans doute pas pensé, c'est qu'on a mis plusieurs grands tableaux de Voltaire. Vous savez, ce peintre français installé à Naples, deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui n'a fait que des éruptions du Vésuve. Il a assisté à 2 éruptions lui-même, d'ailleurs. Et tous les grands de ce monde, en allant visiter Naples, ont tous acheté une représentation de cette terribilità, c'était avant le romantisme, de la nature. C'est pour ça que les tableaux de Voltaire sont dans les plus grands musées du monde. Donc on a ajouté beaucoup de peintures, les grands peintres de Naples, Luca Giordano, Mattia Preti et les autres. Pour expliquer qu'est-ce que c'est Naples. Et comme on voulait insister sur l'art et la civilisation extraordinaire de Naples à l'époque, il ne faut pas oublier qu'en 1739, le président de Brosse, français, qui est un grand voyageur, qui a écrit ses carnets de voyage en visitant Naples, a dit: dans le fond, Naples est une grande capitale européenne, comme Londres et Paris. Il y a beaucoup de monde, il y a des carrosses, on s'amuse. Rome, ça n'est rien à côté. Déjà en 1739. Donc Naples était une ville beaucoup plus importante et beaucoup plus vivante. Alors, on essaie de transmettre tout cela. Et par rapport en fait aux pièces, donc il y a des tableaux, il y a les bustes. Il y a beaucoup plus de bustes, il y en avait 5 à Rome, nous on en a mis 15. Sinon, pour ce qui est du trésor proprement dit, des calices, des ciboires, tout cela, il y avait la même chose à Rome. On peut pas. Oui, bien sûr. Au contraire, il y a en particulier cet extraordinaire reliquaire dont on se sert dans les cérémonies pour mettre les 2 fioles de sang. Et on s'est engagé, puisqu'il y a une cérémonie en mai, à le rendre pendant 8 jours, au moment de la cérémonie de mai. Donc le reliquaire, qui est un chef-d'œuvre de l'art angevin, puisque c'était Charles II d'Anjou, c'était déjà les Français qui avaient envahi Naples, qui avaient commandé à des orfèvres angevins
à la fois le reliquaire de la tête, le buste qui lui ne peut pas quitter Naples, puisqu'il a les os de la tête, et le reliquaire du sang. Et nous, on a cette chance extraordinaire de montrer cette pièce à Paris. Patrizia Nitti, c'est un pari de transmettre cette image de Naples, de montrer un peu ces pièces uniques. Qu'est-ce que ça a été d'aller à Naples pour vous, de vous plonger dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a permis aussi de découvrir? Découvrir, pas beaucoup, parce que je suis d'une famille d'origine napolitaine. Donc pour moi, aller à Naples pour emmener San Gennaro, le faire connaître à Paris, c'était tout à fait dans ma ligne de travail, dans ma politique de travail. Mais je ne découvrais pas San Gennaro, mais au contraire, le fait de partager San Gennaro avec les Français, c'était très important parce qu'il fallait vraiment leur présenter tel qu'était San Gennaro. C'est-à-dire sûrement pas comme un trésor vénal. Et il fallait leur dire que c'est vrai, San Gennaro c'est un trésor immense qui est à la hauteur de trésors de la couronne d'Angleterre ou des bijoux de la couronne de France. Mais c'est pas ça qui est très important sur San Gennaro. Ce qui est très très important, c'est une histoire, c'est d'anthropologie, San Gennaro. C'est toute l'histoire du peuple de Naples. Vous retrouvez tout, la folie, la passion, la diversité culturelle, l'intelligence, l'histoire, puisque s'il y a tant d'argent, c'est pas par hasard, ce sont les grands échanges avec l'Amérique du Sud. Vous retrouvez absolument toute l'histoire de Naples, sans aucun des vilains stéréotypes napolitains. C'est vrai, c'est une plongée dans la Naples, dans le cœur de la... Dans le cœur de Naples, dans la magnificence et vraiment dans ce que Naples a de très beau et aussi d'ambigu et de fou. Hein. Donc c'est le réel, effectivement. Je loupe. Nous parlions tout à l'heure un peu de la complexité, un peu de la richesse de ce trésor. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un trésor toujours qui grandit, les donations par exemple, les cadeaux, ou c'est quelque chose qui est figé? Il semble que non, que ça ne soit pas figé, qu'ils accepteraient encore des cadeaux, la députation, mais en tout cas, ils veulent des cadeaux qui soient à la hauteur de ce qu'ils ont déjà. Ce qui existe déjà. Donc je sais qu'il y a un buste, par exemple, qui a été fait, je ne sais plus lequel, qui a été donné à la fin du XXe siècle, très récemment. Oui. Officiellement, ça continue, mais ça n'est plus la richesse, d'abord parce que Naples n'est plus aussi ville, aussi riche. C'est au XVIIe siècle, c'était les Espagnols, comme l'a dit Patricia, les Espagnols avaient envahi l'Amérique latine, donc les mines d'argent de Colombie et d'Argentine, tout l'argent allait en Espagne et à Naples. Les émeraudes, puisque dans cette fameuse mitre qui est notre, si j'ose dire, objet fétiche, cette mitre qui a été commandée par la députation et livrée en 1713 par Matteo Trelia, qui est un des grands orfèvres de l'époque, et qui a je crois, plus de 2000 diamants, 200 émeraudes et 200 rubis. C'est une chose absolue, et puis c'est une œuvre d'art magnifique. C'est une des pièces les plus extraordinaires, avec le fameux collier, qui sont les dernières pièces que l'on voit dans l'exposition à Paris. Et est-ce que, Patricia, le musée du Trésor de San Gennaro est un musée ouvert aujourd'hui au public? Oui, bien sûr, le musée de San Gennaro est ouvert au public. La seule chose, c'est que les pièces comme la mitre ou le collier, pour des questions évidentes de sécurité, ne peuvent pas être exposées d'une façon permanente. Donc, le trésor de San Gennaro, c'est plus de 25 000 pièces. Hein, donc, c'est infiniment plus que ce que nous avons ici. Ici, c'est une sélection qui a été faite par nous, avec évidemment le directeur de San Gennaro. Mais le trésor, c'est 25 000 pièces. Nous avons ici les pièces, disons, les plus significatives. Et les plus importantes. Hein. Oui, probablement. Oui. Et Jean-Loup, vous êtes parmi les auteurs du catalogue, du très beau catalogue qui accompagne l'exposition, édité par Gallimard. Et ce qui frappe dans ce catalogue, c'est effectivement non seulement l'explication du trésor et des œuvres, c'est un voyage anthropologique dans Naples. D'ailleurs, vous êtes l'auteur de la partie relative au voyage, pour ainsi dire. Oui, c'est un peu un jeu de mots, puisque ça s'appelle le voyage de San Gennaro à Paris. Puisqu'en fait, le corps de ce qu'on explique dans le catalogue, le corps de San Gennaro a beaucoup voyagé.
Parce qu'en fait, quand la tête était séparée du corps, la tête est arrivée à Naples assez rapidement, mais le corps, non. Le corps n'est arrivé que justement à la fin du XIVe siècle, à Naples, parce qu'il a été caché dans différentes églises. Vous savez, à l'époque, on s'arrachait, si j'ose dire, les reliques des saints. Donc il y a le voyage, il y a le voyage du corps. Mais pour nous, ce qui est très important, d'abord avec Patricia, on est allé assister au miracle du mois de septembre, ce qui est une expérience absolument extraordinaire. Et puis, je trouve que c'est aussi un échange entre Naples et la France, qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, et qu'on refait, pas une dernière fois, mais en tout cas la première fois au XXIe siècle. Et on trouve ça très important. Vous jetez un nouveau pont, justement, pour que l'histoire continue, avec un nouvel élan. Patricia, pour terminer, je le disais au départ, le voyage, la promenade en Italie continue. J'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur le nouveau projet. Je ne vous demande pas de tout nous dévoiler, mais j'imagine que d'autres surprises viendront. Ouais, la prochaine fois, je vous emmène à Rome. Ah, très bien. Avec les Borgia. Ok, très bien. Qui parle à beaucoup de monde et qui, justement, vous approcherait d'un regard sûrement très, très original. Oui, et puis nous avons cette famille étonnante, Oui. avec des personnages vraiment, pour le moins, hauts en couleur, mais quand même des personnages très extraordinaires. Et puis, ils sont la colonne vertébrale de toute l'histoire et de toute l'histoire de l'art de la Renaissance. Une famille dont on croit tout savoir, en réalité on sait très peu, donc il y aura beaucoup de choses à découvrir, j'imagine. Il y aura beaucoup de choses à découvrir, quoique la télévision et le cinéma s'en emparés depuis longtemps, mais vous verrez... Avec beaucoup de fiction d'ailleurs. Avec beaucoup de fiction, tandis que là vous verrez... On dit beaucoup plus. Oui, vous verrez les œuvres telles qu'ils les ont commandées, de Léonard à Raphaël, à Jérôme Bosch, vous avez tous les plus grands. Donc vous les verrez en vrai. On a déjà l'eau à la bouche. Donc à vous de venir visiter cette exposition extraordinaire, le Trésor de Naples, au Musée Mayol jusqu'au 20 juillet 2014. Merci à Patricia Nitti, directrice du Musée Mayol, et à Jean-Luc Champion, commissaire de l'exposition. Merci à vous. Merci.